Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Universcience. On reprend de plus belle l'aventure des découvertes des travaux de recherche au sein des laboratoires de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous sommes ce jour avec le laboratoire Pierre-Pagné, climat, eau, écosystème et développement, l'ACED-UAC. Effectivement, Charlotte Ezebada, nous sommes au sein du LACED, laboratoire Pierre-Pagné, climat, eau, écosystème et développement de l'Université d'Abomey-Calavi. Et dans ce tout premier numéro, il sera essentiellement question d'aller à la découverte de ce laboratoire en compagnie de son directeur, professeur Constant Rondenou. Vous êtes sur Universcience à l'épisode 5 de l'initiative Science au Labo. Les 56 minutes qui vont suivre seront en compagnie du directeur du LACED-UAC, professeur Rondenou. Professeur, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Merci à vous de nous avoir honoré de votre présence. Alors, professeur, nous allons parler aujourd'hui du LACED-UAC. D'entrée de jeu, à quand remonte la création de ce laboratoire? Merci beaucoup et pour l'opportunité qui m'est donnée afin de discuter un tout petit peu de ce laboratoire. Et je peux vous dire tout simplement que le laboratoire LACED Pierre-Pagné existait depuis 1989. Et donc, sa création remonte à un processus de coopération entre la France et spécialement l'Université de Bourgogne, en France et à Dijon, et l'Université d'Abomey-Calavi. Alors, c'est sur l'initiative de deux professeurs, deux anciens, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, qui ont fait valoir déjà leur droit à la retraite. Il s'agit du professeur Pierre Pagné, feu professeur Pierre Pagné, qui est en même temps un colonel, un grand climatologue, reconnu dans le monde entier, et de mon aîné, le professeur Michel Boucault, qui aussi a fait valoir ses droits à la retraite il n'y a pas longtemps. Okay. Et donc, c'est dans le cadre d'une coopération interuniversitaire et que dirigeait du côté français le professeur Pierre Pagné
et de ce côté qui a été formalisé avec le professeur Michel Bocor. Ainsi donc, dans l'objectif de faire de la science de l'environnement en même temps une science de développement, la première thématique du laboratoire de climatologie en son temps était donc axée purement recherche et en même temps recherche appliquée. Et puis, ceci est survenu beaucoup plus pour la mise en œuvre des grands accords de Rio de Janeiro, les 30 conventions internationales. Il s'agissait de la convention sur les changements climatiques, la convention sur la diversité, pour savoir la désertification, et en plus, la convention sur la biodiversité. Voilà en plus grand, voilà en général le carcan dans lequel était parti surtout la création du laboratoire de climatologie. Et deuxième aspect, c'est parce qu'il fallait également donner de la relève. Et il fallait former des spécialistes, parce que les sciences du changement climatique, on les voyait, la péjoration climatique, elle était déjà manifeste. Et du coup, les premières thèses montraient qu'il fallait faire quelque chose pour le Bénin afin d'aller en profondeur. Et c'est dans ce cadre-là que la première thèse qui a été soutenue dans ce cadre purement une thèse, elle a été une thèse d'État. C'est la thèse du professeur Michel Bocor en 1988 déjà. Ce qui fait qu'on a pu formaliser la création en 1989. Il fallait avoir un professeur titulaire et c'est dans ce cadre-là que le laboratoire a été formé. A été créé plutôt. Nous comprenons que le laboratoire détient son nom du nom de la coopération du professeur Pierre Pagné dont vous venez de parler. Exactement. Le professeur Pierre Pagné, paix à son âme aujourd'hui, c'était lui le fondateur du centre de recherche de climatologie de l'Université de Bourgogne. Et ça, c'est en France. Il faut vous dire que cette création était arrivée au moment où le professeur Pierre Pagné avait une chaire à l'Université de Paris 4. En France, à Paris, Panthéon-Sorbonne. Et il s'est fait qu'il était en bourguignon, en revenant, en finissant, il a demandé au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique de la France, et qu'il lui a accordé. Et comme ça, les derniers jours de sa retraite, il a pu créer le centre de recherche de climatologie de Dijon, en Bourgogne, à l'université. Et c'était en même temps un grand centre et qui brassait tout le monde, que ce soit les collègues de Paris 10, les collègues de Paris 7 et tout ça. Même la Réunion, au-delà donc de l'île de France, même c'est-à-dire l'outre-mer. Et ce qui fait que du coup, arrivé à Dijon, automatiquement, ce centre de recherche de climatologie a été associé à une unité CNRS. Donc on l'appelle Centre de recherche de climatologie URA 909, climatologie de l'espace tropical. Et c'est à partir de là que donc toutes les mobilisations nécessaires de ressources humaines ont été faites. Et nous, en tant que Béninois, professeur Pierre Pagné, étant le professeur du professeur Michel Bocor, voulait donc que la coopération s'étende jusqu'ici. Ce qui a été fait est formalisé au Bénin à travers la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Je comprends. Voilà. Donc, si on comprend bien, le laboratoire a été créé en 1989. Exactement. Et le fondateur, c'est Pierre Pagné. Non, le fondateur, disons le fondateur du côté français, c'est le professeur Pierre Pagné, mais celui qui a pris la tête, qui l'a fondé ici automatiquement, parce que c'est une affaire de souveraineté nationale. Donc le laboratoire, étant ici un laboratoire national, c'est le professeur Michel Bocor, mais avec l'appui du professeur Pierre Pagné. Et donc Michel Bocor fut le premier directeur du laboratoire. Absolument, c'est lui le premier directeur du laboratoire de climatologie. Ensuite, à son départ à la retraite, c'est le professeur Christophe Oussou qui a pris la relève. Il est admis à la retraite et actuellement, c'est moi qui gère le laboratoire de climatologie. Alors, en clair, vous êtes le troisième directeur. Exactement, je suis le troisième directeur du LACED. D'accord. Alors, profitez pour nous parler des objectifs du laboratoire. OK. Alors, l'objectif du laboratoire, c'est d'abord, premièrement, d'analyser la dynamique du système climatique. Parce que nous parlons du climat. C'est l'analyse de la dynamique du système climatique et ses incidences sur les systèmes écologiques et socio-économiques. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la formation des chercheurs en climatologie appliquée, en hydrologie de surface et souterraine, et en analyse de la dynamique des écosystèmes
en relation avec tout ce qu'on peut retrouver dans le climat. Un autre élément, c'est de renforcer surtout la capacité des cadres techniques à l'échelle nationale, régionale et internationale. Et ce qui se fait, naturellement. Et enfin, c'est d'intégrer le cercle des centres de recherche à l'échelle régionale et internationale et de servir de levier d'appui dans l'analyse du fait climatique au Bénin, dans la sous-région et dans le monde. Alors, je comprends que le LACED a plusieurs axes de recherche pour l'atteinte de ces objectifs, lesquels axes vous venez de nous citer. Alors, parlez-nous de fond en comble de ces différents axes qui se fait à l'intérieur en matière de recherche, en matière de formation des chercheurs. Parlez-nous de fond en comble de ces différents aspects. Voilà. Je peux dire globalement, nous avons deux grands aspects. Dans ces aspects, il y a des sous-compartiments. Il y a la climatologie elle-même diagnostique, à savoir, c'est comme si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital tout de suite et vous faites un diagnostic lorsque vous allez voir le médecin. De la même manière, le climatologue doit établir le diagnostic du fait climatique. Justement. Et une fois que ceci étant fait, on va à la thérapie. Et dans la thérapie, là, on rentre directement dans les aspects de climatologie appliquée. Donc, un premier grand axe de recherche, c'est d'abord le changement climatique, climatologie, changement climatique, bioclimatologie et risque climatique. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsqu'il y a un fait qui se passe, un fait climatique majeur qui se passe, le laboratoire de climatologie peut intervenir valablement en diagnostiquant, en donnant les causes, en donnant les moyens et en donnant les techniques qu'il faut nécessairement pour surmonter, pour faire face à cette crise, à ces problèmes-là. La preuve est que moi-même qui vous parle, je suis climatologue de formation. Et depuis un bon moment, j'ai été expert du programme des Nations Unies pour le développement. Et je conseillais le représentant des Nations Unies ici sur tout ce qui est changement climatique et tout ce qui est la coordination du système. À cet exemple, c'est moi qui ai géré, par exemple, les inondations de 2010 du Bénin. 2009, 2010, toutes les inondations. C'est moi qui les ai gérées de façon technique et en appuyant le représentant du système des Nations Unies ici et en même temps le ministre de l'Intérieur et le ministre du cadre de vie. En identifiant les causes de ces inondations et en faisant des approches de solutions. Exactement. Et en formant déjà les collègues et en mobilisant les ressources nécessaires qu'il fallait afin de faire face à la calamité climatique, dont les inondations. Il en est de même, c'est dans ce cadre-là qu'on poussait, on a formé plusieurs cadres de milieux décentralisés à savoir gérer les inondations, à savoir la différence qui existe entre le changement climatique et la variabilité du climat, parce que vous savez, il suffit qu'il pleut tout de suite pour que tout le monde dise que le climat a changé. Alors qu'il n'en est pas du tout comme ça. Le climat a une variation. Le climat même est variabilité dans sa nature. Vous voyez, donc, pour éviter de l'amalgame, d'accord, et mettre des ressources nécessaires qu'il faut, le diagnostic nécessaire qu'il faut, et ceci à la portée du ministère en charge du développement, afin d'élaborer les grands projets de développement qui seront soumis à un conseil des ministres et qui pourra le valider pour la mobilisation de la ressource à faire. Et à partir de cet instant-là, on pourra faire la mise en œuvre des projets et programmes et tout ce qui sera fait. Voilà, ça c'est le premier axe. Le premier axe. Là, on a un collègue qui gère ça, selon la spécialité. C'est le professeur Ogoualé Eloge. Le professeur Ogoualé Eloge. Et puis il est secondé par le docteur Yabi Ibouraïma, qui est encore maître de conférence. Effectivement. Voilà. Et donc le second axe qu'il y a, c'est la climatologie, hydrologie et modélisation. Et là, vous savez que la plupart de nos régimes, les cours d'eau qui sont au Bénin, ont un régime pluvial. Il pleut. Et c'est ce qui fait que parfois, on dit qu'il y a les inondations en septembre, etc. Alors que la grande saison, où il devait y avoir grande inondation, même, c'est en mai-juin. Alors, la plupart de ces eaux-là vont s'accumuler et puis après, donc, ça revient comme eau de surface avec un grand ruissellement. Donc, nous avons des spécialistes qui sont là et qui sont capables et qui travaillent avec l'Institut national de l'eau, qui est sur le campus ici, afin de trouver des solutions, faire des propositions pour le gouvernement ou tout autre acteur désiré de connaître davantage. Donc, cet axe-là est dirigé par le professeur Espédi Vissin et le docteur Ernest Amoussou, qui est maître de conférence. Le professeur Espédi Vissin, qui est le directeur adjoint actuel Exactement, du directeur, voilà, c'est lui mon adjoint, le directeur adjoint du laboratoire. Et d'ailleurs, nous avons été formés dans le même... nous, on est passé très, très avant, à Dijon, donc au centre de recherche de climatologie de l'Université de Bourgogne là-bas. Et puis après, eux, ils sont arrivés pour leur formation. D'accord. Voilà.
Ensuite, il y a un axe transversal qui est environnement, écosystème et aménagement. Hein? Environnement, écosystème et aménagement. Parce que l'environnement, c'est le cadre de vie. Alors, le cadre de vie se passe dans un espace géographique. Et la climatologie, c'est une branche de la géographie. Oui. Et la climatologie, donc, c'est l'ensemble de tous les faits, hein, enregistrer les ambiances climatiques sur un point donné sur 30 ans. Et on voit maintenant cette manifestation et son impact sur les écosystèmes. Ça peut être écosystème forestier, écosystème lagunaire, écosystème humain et tout ce que vous voulez. La preuve est que vous respirez ici de l'oxygène et vous dégagez du gaz carbonique. Ça, c'est déjà une partie du climat. Même si les médecins l'étudient, mais l'air est d'abord un élément physique. Et quand il est physique et quand ça se déplace, ce n'est que le mouvement de l'air d'un point A à un point B. Et en ce moment-là précis, nous, les climatologues, c'est notre dada. Donc, nous intervenons sur les systèmes climatiques, nous intervenons sur tout ce qui est système agraire, tout ce qui est système urbain, la gestion de l'espace urbain, parce que sur l'urbanisation, l'architecture, etc. Vous savez qu'on ne construit pas dans un cadre pour rien. Non. On construit selon un cadastre, on construit selon un plan. La preuve est qu'on on parle d'agenda spatial. Oui. Alors, notre pays a un agenda spatial. Ah, okay. Alors, à partir de cet instant, celui qui est responsable et qui a fait sa thèse dans ce domaine-là, l'un des responsables, c'est le professeur Placide Clédio, actuellement directeur de l'école doctorale. Oui. Voilà. Il est secondé par le docteur Tofi Mathias, qui est un chercheur du CBRSI, hein, donc maître de conférence. C'est pour vous dire que nous avons toute une tentacule de collègues qui travaillent et qui apportent leur grain au moulin afin que nous fassions une très très bonne sauce qui est de la géographie. D'accord. Voilà. Professeur Ndenou, parlez-nous à présent de la structure organisationnelle du LACED. Ok. Et vous savez, le LACED est très bien compartimenté. À savoir que dans cette organisation, nous avons un directeur qui est chef d'orchestre. Qui est vous d'ailleurs? Oui, c'est moi, chef d'orchestre. Et qui, à partir de cet instant, est secondé par un autre, son adjoint, le professeur Espédi Vissin. On a le directeur scientifique également de ce laboratoire, qui est le professeur, le docteur plutôt Yabi Ibouraïman. Oui. Voilà. On a un collègue qui est chargé de tout ce qui est section climatologie, je l'avais dit, section finance, section finance, et puis tout ce qui est travaux, secrétariat. Ça, c'est le professeur, le docteur Ernest Amoussou. Les ressources financières, comment il fallait les utiliser. Voilà. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes nos propres prestations. Il faut le dire, nous n'avons pas de prestations de l'État. Pas du tout. On va y revenir. Voilà, donc je reviendrai par là. Et ensuite, nous avons, ça c'est l'organisation administrative. Oui. Hein? Et nous avons, vers la fin, Madame Bamisso, qui est maître assistant, qui est à l'École normale supérieure de Porto-Novo, Bamisso, et qui seconde, qui appuie surtout le docteur Ernest Amoussou dans la gestion quotidienne du laboratoire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation, c'est-à-dire le management. Ça, le management. Maintenant, lorsque je vais prendre dans l'organisation administrative en général, sans compartiment, je peux vous dire qu'il y a un directeur de laboratoire, un directeur adjoint. On a le chef section bioclimatologie et risques climatiques. On a chef section climatologie, hydrologie, modélisation. On a un chef section climat, écosystème. On a un chef section base de données. Ça, c'est important. Là, on garde la confidentialité. Et également, chef section et documentation. Voilà. Base de données, c'est-à-dire les chercheurs qui font partie du LACED, les stagiaires, les étudiants, les docteurs et tout ce qu'il faut. Oui, ça en est une partie. La base de données, c'est beaucoup plus les données recueillies qui nous permettent de faire des analyses. À savoir les données de pluviométrie, les données de température, les données socio-économiques, les données humaines, les données lagunaires, hydrologiques, tout ce qui a biogéographique. Qui vous permettent de mener les recherches. De mener les recherches à fond. Bon, de l'autre côté, c'est vrai que vous avez raison. D'ailleurs, soyez-en félicités. Surtout en ce qui concerne la ressource humaine, donc nous avons aujourd'hui à peu près 5 professeurs titulaires. 5 professeurs de rang magistral titulaires. Voilà. Qui sont membres du laboratoire et qui animent la vie du labo. Ensuite,
Nous avons 5 maîtres de conférence. 5 maîtres de conférence au niveau agrégé et qui sont avec nous. Nous avons 5 maîtres assistants. 5 maîtres assistants. Et nous avons plus de 13 docteurs, une quinzaine de docteurs qui sont avec nous, mais qui n'ont pas encore trouvé à travailler, mais qui arrivent, travaillent bénévolement avec nous. Hein. Et puis nous avons plusieurs stagiaires qui sont avec nous en fin de cycle. Et depuis que tout le système a basculé en LMD, nous avons actuellement un master climatologie pure. D'accord. Et pas plus tard qu'avant-hier, notre première promotion, la première soutenance a eu lieu en master. La première soutenance en master La première soutenance de master, de notre premier master. Ok, d'accord. Puisque le laboratoire de climatologie vient d'avoir son master. Oui. Et il y a un étudiant qui vient de soutenir. C'est vrai que beaucoup de gens fuient la climatologie parce que c'est rébarbatif. Oui. On se dit, mais c'est quoi exactement? Ils font quoi exactement? Ils cherchent quoi? C'est quoi? Et on vous présente des cartes. Ben, ce n'est pas du tout beau à voir, mais c'est hautement explicatif et riche d'enseignements. Parce qu'on fait une différence entre une carte et un dessin aussi. Voilà. Ouais, donc, c'est pas la même chose. Hein. Et donc, ce qui fait que les gens fuient, mais il va falloir faire de la climatologie. C'est en ce sens que nous-mêmes nous distinguons entre les climatologues purs et les climatologues hybrides. Qu'est-ce que vous mettez dans climatologue hybride? Climatologue hybride, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas fait la climatologie depuis le bas âge. Depuis leur formation académique de base. Il y a des climatologues purs et durs. Ils n'ont fait que ça. Il y a d'autres qui ont fini, par exemple, un master ailleurs, mais par exemple, vous faites physique de l'atmosphère et vous arrivez et vous faites une thèse dans une branche qui se rapproche beaucoup plus à la climatologie physique. Vous avez compris? Oui. Voilà. Comme par exemple, quelqu'un peut être médecin et qui vient vers nous et qui veut faire par exemple de la bioclimatologie humaine, qui vient avec sa formation de médecin, d'accord, de master en médecine, voilà, et qui vient compléter avec le climat, pour voir la partie appliquée, climat et santé, etc., pour connaître bien les relations qui existent entre les pathologies et en même temps tout ce qui est écologie du milieu en rapport avec le climat. Alors, ça m'amène à vous demander les catégories d'étudiants qui font partie de vos formats du laboratoire, des stagiaires, des docteurs ou de ceux qui font le master. Ceux qui font le master, c'est des gens qui ont d'abord une formation géographique. En géographie. En géographie, d'accord. Parce que d'abord, la climatologie, c'est une science de la géographie et qui étudie l'espace dans lequel nous vivons. Tantôt, il y a d'autres qui auront leurs différents curricula et leur formation, qui ont fait physique et qui ont fait un peu de l'environnement. On voit les concordances du niveau qu'ils ont avec la formation. Et lors de l'étude du dossier, on peut leur dire, nous allons compléter votre formation d'abord en géomorphologie, une partie de la géographie, ou je sais pas, une partie de l'écophysiologie, etc. Mais sachant que lorsque nous parlons, au cours du master, il doit faire des tableaux complémentaires, etc., pour être au top niveau, avant donc de continuer. Donc, ce qui fait que la géographie reste, ou la climatologie, la géographie reste une science carrefour. Il faut être très bien dans toutes les sciences pour être bon géographe, parce que sinon, vous ne pourrez pas. C'est celui-là qui rentre dans une science qui sort dans une autre, par un grand portail, et qui va ouvrir ailleurs aussi. La preuve est qu'un bon géographe, un bon climatologue, un très bon climatologue, lorsque vous le prenez dans le milieu des assurances, il est capable de vous parler. Parce qu'il va vous parler du droit à l'environnement et au droit au climat. Ça, c'est un aspect. D'accord? Imaginez-vous. Est-ce que vous savez qu'il y a une climatologie qu'on appelle climatologie urbaine? Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce qu'on appelle la climatologie urbaine? Ça va vous étonner. Vous voyez, la disposition des gratte-ciel dans le milieu fait passer des couloirs d'air. Sinon, on sera complètement asphyxié. Ça, c'est un élément. Leur position selon les pentes, les écoulements, pour éviter les inondations et les catastrophes d'ordre naturel. Est-ce qu'on a construit dans les nids d'eau, sur les caniveaux, etc. Or, pour parler de caniveaux, il faut connaître déjà la formation qui est là, la formation souterraine. Il faut connaître l'affleurement qui est là. Il faut faire de l'aménagement. Il faut faire exactement. D'où, dans notre spécialité, avant, on parle de géographie, on parle de géographe climatologue, géographe aménagiste. Donc, il arrive des moments où, lorsqu'on doit faire un grand projet d'aménagement, vous verrez l'agronome,
vous verrez le climatologue, vous verrez celui qui fait assainissement, celui qui est responsable du budget, celui qui est responsable des finances, etc. Donc c'est tout un ensemble, la manière dont on fait une bonne sauce à la maison. D'accord. Le LACED a vu le jour en 1989. Oui. Et donc, est-ce qu'à cette époque, le LACED était bien équipé? Ah, très belle question. Vous savez, le LACED a toujours évolué selon ses propres moyens jusqu'à aujourd'hui. Et là, sous la clairvoyance du professeur Michel Boucault, avec qui nous avons beaucoup travaillé, tous ceux-là d'ailleurs, et qui avait signé l'accord interuniversitaire entre l'Université de Bourgogne de notre France université. avec l'université d'Abomey. Ce qui faisait que dans le cadre de cette coopération, on achetait du matériel, mais qui est comptabilisé directement dans le cadre de la convention interuniversitaire. L'argent n'arrivait pas comme ça, mais on cherchait le matériel, qui est livré par le biais de l'ambassade de France, dans le sens de la coopération culturelle. Et du coup, dans ce cadre également, les stages, les formations se faisaient. On allait à Dijon, où on fait des allées. Les Dijonnais également venaient chez nous, également pour apprendre. Pour faire des partages d'expériences. Des expériences, par exemple en ethnoclimatologie. En ethnoclimatologie, une fois que le professeur Pagné est admis à la retraite, c'était Madame Jocelyne Perrard qui a pris la tête de la convention là-bas et qui l'a gérée avec le professeur Boucault. Moi, j'étais présent en France en ce moment, pendant à peu près 8 ou 10 ans, d'ailleurs, pour faire la plupart de toutes mes études là-bas. Et je gérais au quotidien toute la convention qui a fait qu'on a pu mettre en place ce qu'il y a ici. D'accord. Mais ce que nous faisons tantôt également, nous-mêmes, nous cotisons pour animer un tout petit peu la vie comme on se peut, la vie du laboratoire. Mais il n'y a eu jamais un budget du ministère, venant de l'État, etc. Non. On a toujours eu son appui, c'est l'appui institutionnel, l'appui qui permet d'avoir des papiers, etc., etc. Mais pas une ligne budgétaire exactement que nous avons eu que nous ayons de ministère ni du rectorat. En tout cas, à ma connaissance, moi, depuis que j'ai pris la tête de ce laboratoire, je n'ai pas encore reçu. Je dirais que vous n'avez jamais eu à vous entendre parler de déficit de matériel ou de déficit d'instruments pour la réalisation d'un quelconque projet. Si, et ça c'est fréquent, ça c'est dû beaucoup plus à notre dynamisme. Je peux vous dire que quand on était en formation, nous-mêmes, on envoyait de l'argent. Ici, j'achetais du matériel de mes propres sous et j'envoyais au labo. Parce qu'ils savaient que j'allais atterrir au labo de climatologie. D'accord. Par exemple, les premiers, que ce soit des machines, que ce soit en tout cas des consommables, des choses comme ça. Si quelqu'un sort, il en trouve, il en amène. Il en est de même également pour la construction, pour refaire notre cadre au labo. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Mais tantôt, lorsque nous trouvons des projets et que c'est une consultation ou deux où on est impliqué dedans, nous avons des règles. Nous disons, ça revient d'abord à notre communauté. Et ça, nous achetons ce qu'il faut à l'intérieur pour mener la vie. Alors, vous êtes assez coopérative. Voilà, c'est la coopération. Voilà, au sein du laboratoire, il y a donc plusieurs catégories de chercheurs qui travaillent pour des objectifs bien définis. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, dites-nous, professeur, comment le LACED participe-t-il au développement du Bénin de façon spécifique? Oui, voilà. De façon spécifique, la première participation du Bénin, c'est la formation. La formation, et cette formation qui permet de mettre à la disposition du marché un certain nombre de chercheurs, et ces chercheurs qui sont de très bonne qualité. La preuve est que la plupart de nos chercheurs, même s'ils ne sont pas recrutés directement par l'État, au regard donc des problèmes de financement que nous avons actuellement, c'est-à-dire que l'État a aujourd'hui, sur le monde ça c'est connu, problème budgétaire, certains collègues sont dans les institutions internationales. Certains collègues sont dans les ONG. Certains collègues font de la consultation. Parce qu'ils n'étaient pas recrutés, bien sûr. Mais étant toujours rattachés à leur laboratoire. D'accord. Donc il y a une certaine vie communautaire qui se met entre nous comme ça. Alors, cette participation, c'est de mettre des cadres, des chercheurs à la disposition de l'État. À la disposition de l'État.
voyez-vous. Donc, ce qui fait que tout ce que nous faisons, en grande partie, les livres que nous faisons, les livres que nous écrivons plutôt, et les projets auxquels nous participons, c'est des projets qui sont axés programme d'action du gouvernement. Depuis que ça a été créé, c'est ainsi que nous travaillons en collaboration avec l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement. Oui. On travaille également avec les institutions internationales ou les grands colloques scientifiques, etc., qu'on appelle l'Association internationale de climatologie. Par exemple, le professeur Vicin est impliqué dans beaucoup de projets. Oui. Le projet relatif à l'eau, il est dedans avec le PNE, avec le PHI. Il en est de même pour mon collègue, le docteur Ernest Amoussou, qui est aujourd'hui coordonnateur frein d'un grand programme UNESCO, dans le cadre de la coopération, et il le gère. Ça se passe très très bien avec les collaborateurs. Moi-même, longtemps, j'ai travaillé avec le PNUD, avec le système des Nations Unies. Oui. Et donc, à ce titre, par exemple, nous avons fait au niveau national l'intégration des changements climatiques dans les documents politiques et programmes du Bénin. Ce qui fait que vous allez voir dans les anciens PAG et même l'actuel PAG, vous allez voir, là c'est écrit protection civile à l'intérieur, oui. Il y a des choses, il y a des axes qui sont relatifs à l'aménagement avec le climat. D'accord. Il en est de même. Une des participations, j'ai appuyé beaucoup. Sinon, l'initiative venait parce que je sors du laboratoire de climatologie, même si ce n'est pas le mandat manifeste. Oui. D'accord. Oui. Ok. Mais j'ai appuyé et longuement, j'ai été l'initiateur de la rédaction des lois, de la loi sur les changements climatiques au Bénin. Il en est de même également. En tout cas, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Sur les grands programmes au développement, par exemple, la transformation du Fonds national pour l'environnement en Fonds national pour l'environnement et le climat. Ok. D'accord. Je donne quelques exemples, c'est tout. Il en est de même également le renforcement des capacités pour renforcer toutes les capacités des Béninois en changement climatique. C'est quelque chose que j'ai pu faire avec un grand projet qu'on appelle UNITAR. On a ramené UNITAR, qui est l'Agence des Nations Unies en charge de la recherche et de la formation. Et c'est ainsi que donc on a un programme qui permet de former la plupart des ressources humaines de l'État en changement climatique. Alors, nous allons tout à l'heure parler des projets phares que vous avez menés, qui ont aidé au développement du Bénin. Mais bien avant, j'ai une petite préoccupation. Est-ce que les géographes de l'Université d'Abomey-Calavi font partie du laboratoire LACED automatiquement? Ah, voilà, très bien. Belle question. Vous savez, le département de géographie a plusieurs laboratoires. Il y a le laboratoire d'aménagement. Oui. Il y a également les laboratoires de ce qu'est géographie physique. Le LACED fait dynamique urbaine également, le DUR. Dynamique urbaine, ça c'est le DUR. Oui. Vous allez les voir, ils vont vous parler beaucoup plus de l'urbanisation, des faits urbains, de l'exode, etc. Oui. Mais nous, c'est la partie de la géographie physique. Et donc, avant d'arriver en climatologie, il faut avoir un certain profil. D'accord. Il faut avoir un profil. Donc, nous étudions le profil déjà selon votre master avant donc d'intégrer le labo. D'accord. Ou du coup, déjà en licence, si on voit que celui-là, il est très bien, et il aime bien, il est passionné, il peut aller très loin. Donc, on le pousse jusqu'à ce qu'il se décide à faire de la climatologie ou pas. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous ne formons pas pour former. On forme surtout pour la résolution de l'équation emploi et puis formation. Il faut qu'il y ait cette trajectoire qui consisterait à offrir plus d'opportunités à l'apprenant de la sortie lorsqu'il sort d'un laboratoire pour qu'il puisse être utile à l'un des grands axes du PAG ou des conventions internationales telles que l'ODD 13 par exemple. C'est notre ODD, c'est écrit changement climatique parce que ça s'est imposé dans le monde entier. Et nous, ma position que j'avais à un moment permettait donc de faire le plaidoyer. Et le plaidoyer a été très bien relayé. Ce qui fait que le Bénin, rapidement, a pu faire partie des premiers pays grâce au ministère de l'Environnement
en charge de l'environnement, développement durable, aujourd'hui, on a pu mener on a brassé très très fort jusqu'à ce que le Bénin ait ratifié et signé avant la date, avant 2020, l'accord de Paris. Et cet accord de Paris qui permettait au Bénin, c'était les climatologues, c'est nous, d'accord? Alors, à vous entendre, on a envie automatiquement, Charlotte, je ne sais pas si le même envie t'anime, de commencer la climatologie chez vous, par exemple. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. Hein. Même si au fil des ans, on dit souvent que les climatologues, les géographes ne font rien de concret. Ce n'est pas une carrière assez intéressante qui a d'avenir prometteur et tout. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que c'est une carrière qu'on peut envisager en tant que géographe. Si, vous voyez, en géographie, si le géographe n'a pas trouvé à travailler, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Un très bon géographe. Histoire géo. Non, l'histoire, c'est à part. Oui. Et la géographie également à part. Oui. Mais les deux, c'est des sciences qui sont des sciences sœurs. Qui convergent. Qui convergent. Parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé, est-ce que je peux vous parler de l'histoire du laboratoire de climatologie? Effectivement. Donc, je vous ai parlé un peu de l'histoire, la manière d'où on est parti jusqu'à ce que nous atterrissions. C'est pour vous dire que le dernier métier d'un géographe, s'il n'a pas trouvé à travailler, c'est l'enseignement. Un géographe qui est très bien formé et qui est passionné et qui a l'amour de ce qu'il fait, il peut toujours se démerder. Parce que vous voyez, c'est un éventail de sciences. La géographie même, elle est définie comme le carrefour de toutes les sciences. La preuve est qu'on parle de climat, on parle de l'urbanisme, alors qu'il y a les sciences de l'urbanisme. Oui. On parle de la gestion spatiale, on parle de la biologie. Hein? Alors, donc il y a les médecins. Oui, il y a les médecins. La preuve est que le CIFRED, il y a une entité qu'on appelle le CIFRED ici, qui a été dirigée longtemps par le professeur Adam Aranchede, mon collègue Adam Aranchede qui est à la FSA. Et celui qui était adjoint, c'était le professeur Michel Bocor, donc qui était en même temps, je ne sais pas, qui était en charge de tout ce qui est académie et sciences. Mais ils sont allés très loin. Et là, c'est tout un creuset. Et il y a toute une formation pluraliste, mais avec une finalité environnementale. Vous voyez? Je peux vous dire que, regarde, le géographe, dans l'histoire de ce pays, la plupart, nos anciens, nos profs, ceux qui nous ont formés, ils sont restés dans l'appareil d'État. Je ne peux pas vous dire le nombre de ministres que nous avons eu dans notre département de géographie. Plusieurs ministres. Plusieurs ministres. Okay. Plusieurs ministres, département de géographie. Alors, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr sur votre émission Univers Sciences. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte du laboratoire LACED en compagnie de son directeur, professeur Constant Roudenou. Alors, professeur, depuis la création du laboratoire, quels sont les projets phares que le LACED a déjà réalisés? Voilà. Le LACED n'a pas eu un projet en tant que tel. Mais le LACED est toujours positionné dans les projets comme partenaire au développement, comme partenaire de mise en œuvre. Okay. D'accord? En ce sens que, là, par exemple, sur les questions littorales, pour écrire le document sur le littoral, le LACED était positionné. D'accord? Par exemple, la loi sur les changements climatiques. Moi, j'ai travaillé là-bas. Hein? Et ce qui fait qu'il y a un certain nombre, je n'ai pas la liste exhaustive ici pour vous dire exactement, mais tout compte fait, tous nos collègues, la plupart du temps, ils sont positionnés et ils mobilisent l'argent pour le Bénin. Je vous donne l'exemple de mon collègue, Sani Mamaïssa. Docteur Sani Mamaïssa, qui est aujourd'hui maître de conférences, ou maître assistant, plus exactement. Il est actuellement à la BAD, Banque africaine de développement. Il est de notre laboratoire. Il est à Abidjan. Lorsque nous avons un petit problème à résoudre à la BAD, tout de suite, toc, il est là. On l'appelle pour mobiliser ou pour tel appui, etc., etc. Mais avant ça, il était passé à la Banque mondiale. Et mieux encore, il était passé au PNUD. Okay. Donc, vous voyez, donc, le PNUD, d'ailleurs, au port de Cotonou, ABE, port de Cotonou, ensuite, passé de l'autre côté à New York. Passé à New York, oui, à Dakar, où il était représenté. Actuellement, il est à Abidjan.
Donc, vous dire qu'il y a beaucoup... Et même le professeur Michel Boucourt, il est prix Nobel changement climatique de la paix. Prix Nobel. Fait partie des prix Nobel. Changement climatique. La paix. Vous avez dit que le docteur Sani a pris par la Banque mondiale, le PNUD et tout. D'aucuns se demanderaient qu'est-ce qu'un géographe ou un climatologue fait à la Banque mondiale. Justement. C'est parce que les préoccupations climatiques sont devenues hautement majeures et transversales pour la vie et la gestion de l'environnement. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est aussi compartimenté que sa spécificité s'impose davantage. Oui. Vous allez me dire, moi je vais vous poser la question si vous le permettez. Ah. Allez-y, on va voir. Puisque ce soir, c'est nous qui vous posons les questions. Voilà, ça me fait plaisir. Et pourquoi est-ce qu'à l'échelle de la communauté internationale, qu'on appelle les ODD, on a une ODD, un objectif de développement durable, le numéro 13, qui est uniquement changement climatique, jusqu'à ce niveau. Donc c'est pour vous dire que son importance est cruciale. Alors, donc on aura besoin des climatologues un peu partout. Alors vous avez parlé de projets phares, des projets qui ont été réalisés en partenariat avec plusieurs associations et institutions internationales qui ont à cœur les projets, le développement, le développement durable, l'ODD 13 et tout. Alors j'aimerais demander quand même... Aujourd'hui, on parle de la problématique de l'inondation à l'heure actuelle. C'est cette actualité qui défraie la chronique. Qu'est-ce que le LACED fait dans ce sens? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé sur un tel projet 2009-2010. Aujourd'hui, 2020, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Voilà. Il y a deux côtés et deux volets. Oui. Le premier volet, il y a le volet stratégique. Et le second, c'est le volet opérationnel. Le professeur Placide Clédio, qui est en même temps spécialiste de l'environnement et qui est membre du laboratoire de climatologie, il a une grande responsabilité de la gestion de l'espace du campus. Vous avez vu tout à l'heure, il n'y a plus l'eau là. Et vous avez vu l'eau qui tombait depuis un bon moment ici. Les gens vont dire que c'est l'inondation, etc. Et que bon, voilà. 2-3 jours, on a parlé d'inondation. 2-3 jours. Parce qu'il n'y avait plus d'espace. Il n'y avait plus d'espace. Mais c'est la période naturelle de la mousson. La mousson qui est donc cette pluie de cette saison. Que vous voyez ou pas, l'eau va tomber. Mais si vous aménagez très bien votre cadre, l'eau va circuler. Mais si l'eau, le patron de l'univers, il n'a pas créé la terre de façon plane. Il y a des endroits où on trouve des escarpements, il y a des endroits où on trouve des pentes et qui sont exacerbés l'un ou l'autre. Ce n'est pas lié. À ces endroits, c'est-à-dire que le naturel est fait pour que l'eau glisse pour aller vers l'exutoire naturel qui est un cours d'eau qui l'apportera vers l'océan ou dans un lac, une dépression fermée ou une cuvette. D'accord? Mais si les hommes, vous levez et que donc vous ne suivez pas le schéma directeur ou quand vous êtes élu local de votre État et que donc vous construisez comme vous voulez sans suivre le plan d'urbanisme qui est le plan national, mais il y a de quoi qu'il y ait inondation. Il y a de quoi qu'il y ait inondation. Il y aura inondation avant même que la vraie inondation n'arrive. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que si on se prenait un peu plus tôt, à travers les gestes, je ne veux pas dire gestes barrières, mais les gestes préventifs qui consistent à curer les caniveaux, à respecter les lois de la décentralisation et de l'organisation de l'espace, mais il y a de quoi qu'on ne soit pas autant inondé. Mais si à Calavi, les gens, en préaménagement, on construit ou on fait un mauvais diagnostic de section de l'ouvrage à mettre, eh bien, il y a de quoi que l'eau déborde et que l'eau vous emporte et que vous soyez inondé. Vous comprenez? Donc, à pareil moment, c'est la mousson normalement. Il doit pleuvoir à gogo. Et pour enrichir notre terre nourricière, et cette terre nourricière qui va nous enrichir d'autre part en nous donnant les fleurs de l'été dont on parle, ce n'est rien d'autre que
toutes les cultures d'après saison, qui nous permettront, ces cultures-là, qui nous permettront de manger, de nous alimenter et d'être en bonne santé. Et quand vous êtes en bonne santé, la force de travail permet donc de labourer la terre et de gagner, de créer donc la richesse. Vous voyez comment la pluie peut être à l'origine de la création de la richesse. Mais s'il y a une de ces chaînes-là qui est brisée, il y a de quoi qu'il y ait inondation. Vous comprenez? Donc, les inondations qui arrivent ont deux causes. La première cause peut être naturelle, mais est exacerbée beaucoup plus par le non-respect des règles qui régissent la société et l'environnement. Vous comprenez? Donc, je peux vous dire que cette inondation, je ne parle pas d'inondation parce que depuis un bon moment, les gens pensent que on peut... Les gens pensent que c'est la fin plutôt de la saison, alors que voilà, il y a inondation, etc. Il y a beaucoup d'amalgame pour l'instant, voyez. Donc, c'est la période de l'eau, la période de manifestation de l'eau. Hein. Donc, on est en pleine saison de mousson, c'est la grande saison des pluies, jusqu'à mi-juillet, 15 juillet, ça va se ralentir un peu. Il n'y a pas question d'avoir peur. Il n'y a pas question, en tout cas, à mon niveau, il n'y a pas question d'avoir. Maintenant, on peut avoir peur parce que l'eau fait des dégâts. Oui. Donc, mais il faut tout faire pour faire évacuer l'eau. Oui. Sinon, on aura risque de maladie. Effectivement. Voilà. D'accord. Actuellement, quels sont les projets en cours au sein de l'ACED? Actuellement, nous n'avons pas un projet fixe en cours propre au labo, au LACED actuel, mais nous intervenons avec des projets. Il n'y a pas un projet purement LACED qui est... Voilà. Mais ce que nous avons, c'est d'organiser prochainement un grand colloque sur les bassins hydrographiques africains. Mais le Covid est sévissant. Je me demande comment est-ce que ça va se... Voilà. Donc, parce que je distingue dans le mot projet, je distingue deux choses. Hein. Oui. Si c'est activité, je vais vous en parler. Mais projet proprement dit qui vient. Parlez-nous alors des activités qui sont en cours au sein de la CED. Activités en cours, donc on a la formation, on a la préparation d'un grand colloque. Oui. Un colloque international et qui aura lieu ici en novembre prochain à Cotonou sur tout ce qui est bassin hydrographique d'Afrique. Oui. Et donc ce projet, ça permettra de faire le point de la recherche sur la gestion de tout ce qui est bassin hydrographique, sur la gestion des inondations et qui rentre également dans les objectifs du développement et durable. Alors, on a vraiment envie de continuer le débat, mais malheureusement, il y a notre technicien qui nous fait signe de l'autre côté que nous sommes en train d'épuiser le temps qui nous est accordé. Alors, professeur Constant Roudenou, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro qui aide les auditeurs à découvrir de fond en comble les axes de recherche de l'ACED UAC. Que direz-vous pour conclure vos propos? Pour conclure mes propos, je ne peux que d'abord vous remercier pour cette initiative qui permet de donner une forte visibilité à tous les laboratoires et structures de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi. Surtout que j'en ai entendu parler. Oui, on a reçu le DU, on a reçu le Léa du professeur Brice Saint-Saint également. Du recteur Saint-Saint, très bien. Donc il en est de même également pour nous. Je peux vous dire que ce que nous retenons de ça, c'est que nous vous souhaitons beaucoup de courage surtout. Merci, professeur. Et que vous fassiez plus notre visibilité. Et que vous passiez un jour au laboratoire de climatologie pour que donc vous soyez également un peu baptisé en tant que climatologue, mais pas hybride, mais en ce moment, ce serait la communication en climatologie. D'accord. Nous allons repasser au donc, sein du laboratoire. Ce serait la gestion des risques climatiques. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir. Et puis on va parler beaucoup science. Ça me fera vraiment plaisir. D'accord. Voilà. Merci à vous, professeur Constant Roudenou. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro du 5e épisode de Sciences au Labo. On était allé à la découverte du laboratoire Pierre-Pagné, climat, eau, écosystème et développement, l'ACED UAC. On est resté en compagnie du directeur de ce laboratoire, le professeur Roudenou.
constant. Alors le mardi prochain, nous allons aborder le second numéro de ce 5e épisode qui va parler de l'impact de la variabilité changement climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements du Bénin avec le DA de ce laboratoire, le professeur Espédi Wilfried Vissé. En attendant, on se retrouve le mardi prochain à la technique Mandela à Tiobé, à la réalisation Gilbert à Agon. Merci de nous avoir suivis.